Nous sommes le 15 août 2025. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations. Aujourd'hui, nous ne savons pas s'il faut dire nous sommes contents ou un peu tristes et nous regrettons d'aborder ce thème. Parce qu'en 2025, c'est pouvoir aujourd'hui au Mali qui est envié par beaucoup d'Africains, c'est pouvoir au niveau de l'espace AES qui envie le monde libre, le monde multipolaire. Nous sommes surpris. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne savons pas s'il faut dire nous sommes tristes ou si nous réjouissons de l'arrestation de certaines personnes soupçonnées ou accusées d'être derrière une tentative de déstabilisation des institutions du Mali. Tel pouvoir aujourd'hui envié, tel pouvoir sur lequel les Africains portent d'énormes espoirs. Il faudrait même y toucher. Je pense que chaque Africain doit veiller à protéger ses pouvoirs, comme dit l'est, surveiller ça, comme dit l'est sur les faits. C'est dans ce cadre que nous vous recevons. Et nous vous recevons avec trois experts de haut rang. À ma droite, vous avez Dr Mamadou Sylla Traoré, qui n'est plus à présenter. Et à ma gauche, nous commençons par notre camarade, le très expérimenté Monoko Touali, qui est correspondant d'Afrique Média ici, qui a travaillé pour beaucoup de médias internationaux, qui est très doué, un leader aussi panafricain. Et ensuite, nous terminons avec notre doyen, qui depuis le début, il est prêt à chaque émission, il n'est plus à présenter, c'est l'inspecteur de la douane à la retraite. Les trois vont nous permettre, il s'agit de M. Daniel Coulibaly. Les trois vont nous permettre de décrypter, de comprendre davantage quelle mouche peut piquer certains Africains pour vouloir porter un coup à ce combat africain, à ce moment décisif de notre histoire. Docteur, bonsoir. Bonsoir, général, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Gandhi Télé. Bonsoir à mes co-débatteurs, mon loco, un ami que j'ai perdu de vue il y a longtemps. Bonsoir mon oncle Coulibaly, qui ne ménage aucun effort pour quand même venir décrypter les sujets brûlants de l'actualité. Bonsoir à vous aussi, Général Issa, et merci pour tout ce que vous faites pour votre pays, et le Mali et l'humanité en général. Merci. Monoko Touali, nos salutations. Oui, moi je voudrais ici rendre hommage à ce grand média qui est né avec les mains vides des jeunes africains panafricanistes qui débattent et qui est aujourd'hui qui s'est imposé sur le monde, ou sur le marché des médias. Dans le monde des médias, j'entends ici Gandhi TV. Et cela, on ne peut pas ne pas vous dire grand merci, bravo. On ne peut pas ne pas dire grand merci, bravo à notre frère Sidibé, avec qui vous avez eu des initiatives de telle ampleur. Aussi, le fait de me réinviter ici, c'est une satisfaction personnelle que mes frères me sollicitent pour partager avec eux sur leur plateau, en présence des personnalités, des responsables, dont le doyen que j'ai eu l'honneur de rencontrer la dernière fois et dont des analyses m'ont beaucoup plu. Alors, une fois de plus, merci de m'avoir associé et je dis grand respect à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. Doyen Daniel Coulibaly. Bonsoir Jawara. Bonsoir mes co-débatteurs. Bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV et surtout merci à ceux qui ne cessent de suivre nos émissions. D'habitude, droit d'aînesse oblige, on commence par le doyen. Mais cette fois-ci, Mamadou Sylla Traoré, on l'avait perdu, ça fait un moment. Nous commençons par lui et le doyen va rebondir et le frère Monoko Touali va boucler la première question. Docteur, oui. Vous qui généralement vous êtes bouillonnant là, oui. Mais qu'est-ce qui peut pousser? C'est quoi des motivations derrière? Qu'est-ce qui peut motiver des Africains à vouloir porter atteinte, porter un frein tout simplement au combat actuel? Merci beaucoup, Général. Merci vraiment de m'avoir associé à ce débat tellement intéressant, tellement houleux, qui va faire couler beaucoup d'encre. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi encore de saluer la communauté chrétienne. Ah oui. En leur souhaitant bonne fête pour la fête de l'Assomption. Merci. Et moi, je suis tombé de nuit quand j'ai été mis au courant de ces événements-là. Parce que les choses sont allées doucement. C'est comme si on regarde un film et à un moment donné, l'épilogue vient, quoi. Sinon, ces choses-là ont commencé depuis un certain nombre de jours. Depuis un certain nombre de jours. Effectivement. Et voilà, c'est le lieu pour moi de saluer nos autorités
une salutation particulière au général Modibo Kone. Vraiment, c'est le meilleur des Kone. Les Kone ne sont pas bons. Mais Modibo Kone... toi aussi. Oui, les Kone ne sont pas bons. Mais Modibo Kone, lui, il fait exception. Voilà, je l'enverrai un sac de haricots. Peut-être il va bien aimer ça. C'est vrai que les services de renseignement au Mali sont parmi les meilleurs au monde. Parmi les meilleurs au monde parce que nous qui avons été qualifiés de tout avant par les colons et je sais pas comment, la France, ils avaient traité le Mali, l'armée malienne de tout quoi. Des ventres mous, des malformés, de ceci, de cela. Or, au sein de l'armée malienne, il y a des officiers très très valeureux qui ont fait des écoles renommées à travers le monde. Et ces gens-là, ils ne sont pas allés là-bas pour faire les spectateurs. Hein. Ils ont été bien formés et bravo à tous ces gens-là qui mettent main et pied pour faire avancer la sécurité et la défense au Mali. Docteur, je ne vais pas vous couper. Oui. Mais c'est les mêmes officiers, certains officiers de cette même armée qui viennent en tout cas de vouloir porter atteinte. Oui. Comment expliquer ça? Je te comprends. Je ne vais pas répondre directement, mais laissez-moi faire une petite historique. Vas-y. Parce que l'homme africain, moi je me pose la question souvent, qu'est-ce que nous sommes? Anthropologiquement, quand tu prends les autres races, les jaunes et tout ça là, et quand même ils ont compris qu'être ensemble vaut mieux qu'aller séparément ou mener une vie où on donne des coups bas, une vie fondée sur la trahison, sur une rupture totale des contrats de confiance entre les humains. Et c'est ce qui est ahurissant. Moi, j'ai essayé de mélanger dans tous les sens ce qui vient d'arriver. Moi, je pense que les dieux sont tombés sur la tête. Au moment où nous sommes, où le pays traverse une situation exceptionnelle, où on nous a imposé une guerre depuis 2012, nous, on cherche vraiment le moment où on est en train de voir l'issue de sortie et que certains individus véreux, incompétents, égoïstes, je n'ai que ces qualificatifs-là pour eux, et qui viennent vraiment tenter un coup d'État encore. Pourquoi faire? Est-ce que c'est nécessaire? Donc là, moi, malgré tout ce que le pays a fait pour eux, parce que quand tu es général d'armée, c'est le pays, c'est le Mali qui a mis ses fonds pour que tu fasses les formations d'abord à l'école primaire, à l'école secondaire, au lycée et à l'enseignement supérieur. Pratiquement, nous, notre génération, on n'a rien payé. Oui, l'éducation était gratuite. Au lycée, c'était la masse de garantie. Tout le monde se rappelle. 750 francs. Et moi, j'ai l'habitude de dire moi-même à mes élèves, j'enseigne souvent dans certaines écoles de santé, je leur ai dit que si l'école était payante, j'allais suivre mon père au marché. Il ne pouvait pas nous envoyer, on est très nombreux, il ne pouvait pas nous envoyer chacun à l'école. Le Mali a fait ça pour nous. Et toi, qui es l'officier qui est allé aux États-Unis, parmi combien de Maliens, c'est-à-dire quand on essaie de voir le nombre de Maliens envoyés aux États-Unis, c'est combien? Toi, tu as eu la chance d'aller te former une bonne formation. C'est pour venir servir le Mali et non pour se servir. Et les gens sont ce qu'ils sont. D'aucuns ont des ambitions démesurées, c'est ça. Démesurées, et chez nous, traditionnellement, on dit souvent qu'il faut avoir la bénédiction de ses parents et le doigt du bon Dieu. Quand un être humain n'a pas ça, vraiment ta vie sera vouée à l'échec. Tu vas commencer plus grand, les gens vont crier de toi. Tu commences éléphant, mais tu risques de finir écureuil, quoi. Ou bien en fourmi même. Ou fourmi, oui. Ok, merci. C'est regrettable. Merci beaucoup, docteur. Doyen? Bon, je crois que la réponse se trouve dans la question. Pourquoi vouloir déstabiliser un pouvoir africaniste, souverainiste et nationaliste fidèle à ses objectifs? Oui. Mais nous cherchons le pourquoi. La réponse se trouve dans la question. Allez-y. Parce que vous voulez être souverain, vous voulez être libre, vous voulez qu'il n'y ait personne qui puisse décider au-dessus de vous-même, que vous soyez le dernier à décider de ce que vous voulez.
Or, le monde est un village planétaire où chacun dépend de l'autre. Toutes ces dernières années, on a vu Macron, on a vu le président qui est décédé, Jacques Chirac. On a vu Sarkozy, et puis même des généraux dire qu'il leur faut revenir ici. François Lecointre. Que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas continuer. Il n'y a pas raison plus que ça. Et si vous dites, non, vous ne pouvez plus revenir, vous ne reviendrez qu'à nos conditions. Alors qu'eux veulent revenir pour imposer ce qui était déjà avant. Pourquoi voulez-vous être souverain? Et puis je rappelle une chose, la souveraineté, c'est une conquête de tous les jours. On ne se dit pas aujourd'hui je suis devenu souverain, c'est terminé. Non, c'est tous les jours. Dans tous les actes qu'on a avec les autres pays, c'est des actes où il faut faire valoir sa souveraineté. Je me souviens de Felwine Sarr, qui est un docteur en économie du Sénégal, qui disait une chose, et ça il faut l'intégrer. La souveraineté, c'est d'abord la liberté. Or, il disait, la liberté n'est pas aisée. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes libre une fois pour toutes et que vous êtes à l'aise. Non. Tous les jours, on s'attaquera à votre liberté. Et donc, c'est des pays qui... Tout l'enjeu, ce sont nos ressources souterraines. L'or, l'eau, tous les produits dont ils ont besoin, eux. Et vous avez dit une fois quelque chose, je me souviens, qu'il est temps que nous exploitions notre or ou notre pétrole. Oui. Je vais vous dire, vous avez tellement raison, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une recherche pour pouvoir avoir de l'énergie à partir du soleil, une fission. Ils sont allés plus loin, la Chine l'a expérimenté pour quelques secondes. Et ils sont en train d'aller vers ça. Si nous nous asseyons, nous n'exploitons pas notre pétrole, un jour, ils vont trouver une autre source d'énergie moins coûteuse, plus fiable, moins polluante que notre pétrole. Et ce jour-là, ils vont faire des lois pour dire non, on ne peut plus utiliser le pétrole et on va rester avec notre pétrole sous terre. Oui. Et donc, je te donne raison. Et donc, aujourd'hui, ils ont fait de notre truc une réserve, surtout la France, pour pouvoir l'exploiter à bon escient, l'exploiter en temps utile, si les recherches n'aboutissent pas. Mais nous, on n'attend pas ça. Parce que si le jour où leur recherche va aboutir, on sera encore en retard de plus d'un millénaire. Oui. Et donc, on sera toujours à la traîne. Donc, en gros, vous voulez être souverain. Moi, je vous l'ai dit ici, soyez prêts à vous battre et vous battre tous les jours. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. C'est-à-dire, le Mali les pays de l'AES auront un peu de répit le jour où ils se rendront compte qu'ils ont tiré toutes leurs cartouches et qu'il faut revenir à la table pour nous considérer autrement. Effectivement. Nous respecter. Oui, frère Mounokotwali, oui. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Pourquoi vouloir déstabiliser ces pouvoirs? Le doyen a dit quelque chose, le frère Traoré avait déjà anticipé, mais nous avons besoin de votre point de vue là-dessus. Oui. À ce niveau, moi, je dis dans un premier temps, je prends deux volets. Le premier volet, c'est l'esprit panafricain. Okay. Il aurait voulu que les Africains s'autogèrent et qu'ils prennent l'Afrique avec toutes leurs ressources et les compétences africaines, même si dans cette gestion, on peut solliciter d'autres expertises. Mais il faut que tout revienne à l'Afrique. Il en est aussi pour les pouvoirs politiques, il en est pour les pouvoirs économiques, et culturelle, même éducative. Cela, il faut donc mettre l'Afrique au cœur de ces grands débats. Et c'est cette mouvance-là qui a fait que, quand le Mali ou les autorités maliennes ont dénoncé l'accord de coopération qui les liait avec l'ancienne puissance coloniale, qui est la France, toute l'Afrique a applaudi. Parce qu'on a pu oser. En Afrique, il y a des gens qui ont osé, ils sont des Africains. Qu'ils soient militaires ou pas, l'étiquette militaire ou pas n'était pas indiquée pour nous, panafricains, mais c'était que les Africains aient eu le courage de dénoncer ce qui n'était pas dénonçable. Il y a une dizaine ou plus
des dizaines d'années. Vous comprenez? De l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait le courage pour dire non, aujourd'hui la France, je ne suis pas d'accord. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur ceci. Voilà, donc ce débat qui est déjà porté et qui fait donc la vitrine, l'honneur du Mali, ne nous incite pas, nous panafricains, de savoir si c'est un militaire qui l'a dit, ou si c'est un musicien qui l'a dit, ou si c'est un grand chasseur de gibier qui l'a dit, mais un Africain l'a dit. Voilà la vision panafricaine de cette conception. Maintenant, le point qui est d'actualité. Évidemment, vous posez une très bonne question, et la question a double facette. D'un côté, on parle des officiers, et donc ça devient sensible. C'est une question purement militaire. Et quand on parle des militaires dans nos pays africains, il faut avoir le courage de savoir respecter tout ce qui est sensible. Parce que le domaine militaire, c'est un domaine qui interpelle l'État et les secrets d'État et ceux qui savent. Il fallait, la dernière fois, quand au moment des rumeurs, j'étais sur une chaîne de télévision d'ici où on m'a demandé, j'ai dit, je ne rentrerai pas dans les rumeurs tant qu'il n'y a pas une déclaration officielle. La déclaration officielle des autorités qui sont les mieux indiquées. S'il y a une information aussi sur laquelle je devrais venir, je vais encore écouter la DIRPA. Tant que DIRPA ne s'est pas prononcé, communicant que je suis, journaliste que je suis, je ne peux pas me prononcer. Donc hier, les autorités ont produit un communiqué qui dit et qui met fin aux rumeurs. C'est ça très important, parce que les rumeurs avaient pris des proportions qu'on se demandait si effectivement c'est du vrai ou c'est du faux. Et si donc si les autorités se sont prononcées en disant effectivement qu'il y a eu tentative de la déstabilisation de la nation ou des institutions et qu'ils ont interpellé des gens parmi lesquels il y ait des officiers, ça fait froid au dos pour les panafricains. Ça fait froid au dos. On se demande, mais pourquoi? Surtout lorsqu'il s'agit des militaires qui y sont indexés, qui y sont arrêtés. Avec cela, on fait un pan. Le pan, c'est lequel? C'est maintenant l'homme qui n'a pas une couleur à laquelle nous sommes habitués, parce que notre couleur, toutes mes excuses si je parle en termes de couleur, mais on est tous noirs en Afrique. Donc on aurait peut-être compris qu'un noir, on se trompe de couleur pour l'accuser. Mais celui qui est ciblé, qui est indiqué... On va arriver sur lui. On va y arriver. Donc si tel est le cas, ça fait très mal, et il faut faire en sorte que cela ne se reproduise plus, mais il faut faire aussi en sorte que, à la fin, ça soit vraiment du faux. Okay. Je ne crois pas que ça puisse être une histoire ici de contradiction, mais ce n'est pas un souhait. Ok. C'est pas un souhait. Merci. Doyen, faut-il voir un lien? Parce que juste avant le communiqué des autorités, quelques jours avant, nous avons les médias france-africains étaient, comme vient de le dire notre frère Monoko Touali, matin, midi, soir était là-dessus. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils avaient déjà l'information ou bien faut-il faire un lien? C'est-à-dire, est-ce que ces médias étaient déjà informés? Donc, il faudrait voir une coordination des actions entre l'aile militaire qui a loupé cette opération et certains agissements des médias france-africains. Parce que dès lors que l'ORTM a communiqué, dès qu'il y a ce communiqué officiel des autorités du Mali, c'est silence radio. Il y a en tout état de cause, oui, il y a une certaine complicité objective. Ok. Parce que l'intérêt de ceux qui tentent des coups, c'est de renverser le pouvoir en place. L'intérêt aujourd'hui de France Média Monde, c'est de renverser ce même pouvoir en place. Donc il y a une complicité objective entre les deux. Ce que moi j'ai noté, c'est qu'il y a une agitation incompréhensible. On cite des noms qui n'existent pas, on cite des personnes qui ont été arrêtées. Des chiffres donnés. On donne des chiffres, rien n'était vrai là-dedans. Ça veut dire qu'ils étaient coupés de leurs sources. C'est-à-dire, certainement, parmi les personnes qui étaient soupçonnées, ils ont dû sentir que le vent tournait, ils ont dû rompre tous les contacts pour ne pas donner régulièrement les informations. Auquel cas, les médias sont dans le brouillard. Et c'est ce qui explique qu'il y avait des informations
On sentait qu'il y avait quelque chose, mais quoi au juste? Eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Et une félicitation au service de renseignement qui a su taire cette affaire et qui les a laissés mariner dans leur jus. Ils ont pataugé, ils ne savaient pas à quoi s'en tenir. Mais je constate une seconde chose. Un silence, après ce tapage, un silence relatif. Parce qu'ils cherchaient des informations en réalité. Voilà ce que ça veut dire. C'est qu'ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas d'informations fiables. Ils voulaient pousser le gouvernement à communiquer. C'est pourquoi moi j'ai admiré, je ne suis pas de ceux qui pensaient que le gouvernement devait même communiquer sur ce sujet. Attention à ne pas toujours pousser le gouvernement à s'expliquer. Parce que ça peut être dangereux. Quand on emprunte ce chemin, je sais, les Maliens sont inquiets. Mais il faut qu'ils apprennent à donner du contenu à leur confiance. On ne peut pas, la gouvernance repose sur la confiance. Et quand vous avez confiance, vous ne devez pas vous agiter quand il y a des rumeurs de ce genre. Il ne faut pas paniquer. Si vous avez confiance en vos autorités, il faut conserver la confiance. Étant entendu que c'est vrai, celui qui donne sa confiance s'expose aussi à l'abus de confiance. C'est vrai, mais jusqu'ici, ce qui s'est passé, ça renforce la confiance de ceux qui pensent qu'ils sont dans le droit chemin. Donc aujourd'hui, comme l'attaque synchronisée des 7 villages ou villes dans la région de Kaï-Nyoro, vous avez vu, il y a eu un déphasage total de leur communication. La communication aussi a ses limites, parce qu'ils sont arrivés au mur, ils ne savent plus ce qui se passe. Et surtout quand ils prennent un coup, comment rebondir? Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Monogo Touali, attendez, je reviens vers vous, docteur, qui est un expert dans le domaine des médias, un journaliste attitré. Frère Monogo Touali, nous avons vu leurs correspondants avancer même des chiffres, 20 militaires arrêtés, 30 militaires, souvent 50 militaires par les mêmes individus, par les mêmes personnes. Mais finalement, au communiqué lu par l'ORTM, nous sommes retrouvés à une dizaine d'interpellations. Donc on se demande d'où sortaient-ils les chiffres 20, parce que les doyens viennent de le dire, ils étaient paniqués, ils étaient coupés. Sans doute celui aussi qui informait n'avait pas les mains dans les arrestations, les interpellations qui étaient en cours. Comment analysez-vous ça? Le fait que les médias essaient de se dédire sur une situation qui était en cours, qui était évolutive, qui était en train d'évoluer. Vous qui êtes expert dans le domaine des communications. Oui, et c'est là la vraie guerre. Et je crois que c'est la chute du doyen qui est très importante. Cette chute, je prends ça parce que si les autorités s'étaient vite prononcées, ils auraient eu raison, c'est-à-dire ces médias auraient eu raison. Vous comprenez? Parce qu'on est dans une logique où aujourd'hui tout est sensible, surtout ce qui se passe ici au Mali. Il suffit donc de dire qu'on donne une mauvaise information ou on lance une rumeur qui va poser un grand doute sur la cohésion de l'armée. Parce que le problème n'était pas de savoir si on a arrêté X ou on n'a pas arrêté W, ou il y a eu déstabilisation ou pas. Mais en communication sensible dans la période de crise, la communication étant sensible, si on dit on a arrêté par exemple 33 militaires, ça, à une autre étape, ça pose l'équation de la cohésion. Est-ce que les gens s'entendent? Comment 33 militaires pourraient-ils être arrêtés si on s'entendait? Comment 33 militaires aussi pouvaient-ils penser renverser ceux avec qui ils sont? Aujourd'hui, l'armée malienne, soutenue par tout le peuple et qu'on appelle fièrement FAMA, doit être dans une logique de solidarité totale, de cohésion totale et d'harmonie totale. Et donc, le communicant qui lance cette information ne pense pas seulement faire du tort à l'esprit, mais il veut aussi faire effondrer ce qu'on appelle, ce qui constitue l'épine dorsale d'un État. C'est son armée. Oui. Si un pays n'a pas d'armée, ce n'est pas possible. Et c'est en cela qu'on a l'habitude de dire qu'il faut se garder
de donner toujours des informations qui sont relatives à l'armée, puisque l'armée a une structure qui est la DIRPA, il faut rester derrière les trucs. Donc, un communautaire extérieur. Et c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Et la question que vous posez a tout son sens dans ce contexte précis. Alors, il parle d'une information qui échappe même aux communicants, aux journalistes nationaux. D'où est-ce qu'il est tiré celle-là? C'est là la vraie question. Que se passe-t-il? Et il persiste. Il ne l'a pas d'une fois, seulement pour se taire, pour créer le doute, mais ça se répète. Et donc là, on pourrait donc s'interroger pour dire, à ce niveau, est-ce qu'il n'y avait pas une planification du mal qui devrait arriver? Je ne dis pas du coup que les acteurs ou pas, les soupçonnés ou pas, non. Mais est-ce qu'au niveau de la source de cette information, parce que nous savons, on a eu l'habitude qu'en Afrique, on s'était toujours réveillé par l'information des RFI pour dire non, il y a coup d'État au Bénin. C'est RFI qui nous réveillait. Effectivement. Il y a coup d'État au Cameroun. C'est RFI qui nous réveillait. Il y a coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est RFI qui nous réveillait, alors que tout le monde n'était pas d'accord. Et effectivement, il n'y avait pas du faux, le coup d'État avait toujours lieu. Cela veut donc dire que ceux qui sont à l'œuvre pour toujours mettre l'Afrique à genoux, et ça me parlera donc de cette même France, elle n'a jamais cessé de manœuvrer. Or, on sait aussi que RFI, qui relève aussi du ministère de l'Intérieur, parce que ça aussi, ce petit point-là... Le Quai d'Orsay. Oui, il faut ce petit point-là soit souligné, parce que les gens pensent que c'est seulement de l'information pour l'information, ou comme les autres journalistes indépendants. Non, c'est une structure qui obéit aussi au chemin de la philosophie française sur le continent africain. On pourrait s'interroger. Et là, je suis tout à fait d'accord avec la pertinence de la question pour approfondir cette lecture que nous faisons toujours. Comment pouvons-nous imaginer que la seule chaîne française ait tous ses représentants dans tous les pays africains? Alors que la Côte d'Ivoire, mon pays, n'a même pas son représentant de RTI. Je ne crois pas que le Mali, la chaîne télévision nationale, ait son représentant en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Et quelle est cette logique? Ils ont donc mis des moyens, tous les moyens qu'il faut d'abord pour encercler l'Afrique au niveau informationnel, au niveau communicationnel, pour bien déstabiliser l'Afrique. Si ce n'est pas aujourd'hui, avec cette mouvance qui vient de changer, qui veut changer le paradigme, c'est la France qui disait qu'il va être élu dans nos pays. Un bon candidat que tout le monde aime, le lendemain, la France le salit et il n'est plus à l'ordre du jour. Vous avez quand même été témoin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo qui a été considéré comme le plus mauvais des candidats. Il a été sali, il a été traité de tous les noms et tous ceux qui le soutenaient ont été salis par la même RFI, cette même RFI et France 24 et autres, comme étaient des milices au lieu de dire non, c'était des compatriotes, les patriotes qui soutenaient. Juste pour dire que les médias occidentaux, et singulièrement les médias français, ont une lecture qui appuie la politique française sur le continent africain. Il ne faut donc pas dissocier la logique de la mauvaise appréciation que les autorités françaises font de nos États et les informations que diffusent et les communications que font les médias au niveau de l'Afrique et ses médias français. Donc, moi, je pourrais aussi m'interroger. Pourquoi c'est lui qui a eu la primeur de l'information? Parce que s'il y avait un mal, celui qui allait parler le premier serait notre DIRPA. Parce que c'est l'armée. Et c'est là, je dis toujours qu'il faut être quand même cohérent dans ce que nous faisons. Tous ceux qui peuvent nous informer, s'agissant de ce qui se passe sur les théâtres des opérations, s'agissant de l'armée malienne, notre partenaire, notre interlocuteur, notre source ne peut être que d'abord la DIRPA. Si la DIRPA ne s'est pas prononcée, à quoi bon laisser le doute et créer le cafouillage et le flou dans un pays qui est sensiblement menacé par le terrorisme, qui est sensiblement menacé par tout ce qu'il faut, les djihadistes et les criminels de tout genre. Donc, c'était quand même bien réfléchi. Moi, je pense que ce n'est pas une philosophie du hasard. Je ne crois pas.
Parce que si c'était au hasard, on allait beaucoup plus voir le conditionnel dans ces diplômes, dans ces trucs. On dit, selon mes sources, digne de foi. Selon mes sources, tant. Or, cette pratique-là, on sait que Serge, en tant qu'individu, je prends son nom, personne ne peut douter de sa capacité. C'est un professionnel du journalisme, il est chevronné, il a tous les mérites qu'il faut, mais il travaille aussi pour quelqu'un. Il ne travaille pas pour lui. Et donc, il doit rester dans une logique qui est celui de son patron. C'est pourquoi, sinon, il aurait simplement dit, il y a une information sensible que j'aurais appris que ceci, et je se limiterai là. Mais ne pas le persister. Et voilà, une dernière partie. En communication, nous disons qu'une information est d'abord donnée parce qu'elle n'a pas besoin de retour. Ça, c'est l'information. Quand la même information est répétée plus de 3 fois, elle n'est plus une information, c'est une communication. Parce qu'elle influence à ce qu'il y ait une réaction. L'information qui est insistée. Quand on insiste, c'est-à-dire si on insiste sur une information, elle sort du cadre de l'information, elle tombe dans le panier de la communication. Donc il a communiqué sur un fait, alors que les autorités ont dit, depuis le premier, ils ont fait communiquer aujourd'hui, n'est-ce pas? Et hier, pourquoi lui, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il était au courant de tout? Et il répétait. En répétant, il s'attendait à quoi? Voilà la question. Merci beaucoup. Merci Monogo Toali pour cette brillante analyse. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter, le lien entre les opérations militaires qui étaient planifiées et puis les mercenaires médiatiques? Oui, je tiens à préciser que l'opération là n'était pas que militaire. Ah, ok. C'était politico-militaire parce que le ministre de la Sécurité, son Excellence Daoud, oui, lors du communiqué, il a précisé que certains hommes politiques et de la société civile, c'est extrêmement important. En fait, c'était le mal là était tellement bien ficelé que moi je compare ça. Voilà, nous sommes très riches culturellement au Mali. On dit que si le sorcier anthropophage n'est plus capable de prendre sa proie, sa victime, il délire. Je compare le message de communication que le fameux hibou qu'on appelle Serge Daniel a fait. Il savait déjà que c'était peine perdue parce que les arrestations n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est ce que je disais. Le film a continué à jouer, il y a eu l'épilogue. Et ils avaient quand même une certaine information que certains avaient été pris. Ils n'ont pas été pris comme ça, comme on prend un groupe de poissons dans une nasse, quoi. Non. Ils sont allés à leur rythme. Il y a eu quand même, depuis le premier jusqu'à nos jours, ça a commencé à arrêter. Et très généralement, quand tu vois la DIRPA ou l'armée communiquer, ça veut dire qu'ils ont pratiquement cerné tous les problèmes. Et je pars un peu en arrière concernant les messages de communication. Leur méthode de communication est une doctrine qu'on appelle ectopie. C'est-à-dire c'est une doctrine qui avait été développée aux États-Unis il y a très longtemps. Son auteur, je ne me rappelle pas de lui. On peut se servir de la communication et détruire une nation. On se rappelle, en 2012, quand Kona a été attaqué, c'est le même fameux hibou, l'oiseau de malheur, le journaliste, vraiment, je n'ai aucun respect pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce que l'homme noir, l'Africain même, lui a fait quoi, en tant que Béninois. Le Mali lui a tout donné. On sait là où il picotait, voilà, son verre tous les jours. Ça. Il avait des amis maliens, il était bien logé et tout, respecté. C'est Serge Daniel qui a eu le toupet de dire que les rebelles là sont lourdement armés, plus de 400 pick-up avec des machines de guerre vraiment. Ça c'était pour casser le moral. Pour casser le moral. Ça paie le moral totalement. Voilà, il a eu les Maliens parce que quand quelque chose, dans les petites classes au lycée, on nous a tous enseigné des cartes, hein, les doutes cartésiens et tout ça. Quand on t'envoie un message, toi qui es le récepteur, tu dois essayer de faire la part des choses. Et au Mali, ce qui est inquiétant, beaucoup ne savent pas le faire. Les instruits
Et même certains intellectuels ne savent pas les faire. Un bon message en communication, quand il part, il est clair, limpide, et il touche à une population, un grand nombre de populations, et ça suscite le feedback. Et si ça crée de la zizanie dans ta tête, c'est que le message t'a eu. Moi, personnellement, quand on m'a dit ça, je ne suis pas encore, comme vous avez eu à le dire, j'attends un communiqué de nos autorités. C'est eux leur travail. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas enseignant, et je ne suis pas militaire, je suis médecin. Quand une information me parvient comme ça, d'une très grande importance, ma capacité intellectuelle doit me dire, bon, monsieur, ne bondis pas sur ça. Attendez, analysez et les ayants droit, ceux qui ont le droit de le dire, s'ils communiquent là-dessus, alors tu prendras la part qui est bonne ou bien la part qui est mauvaise. Exactement, moi je l'ai pris comme ça et beaucoup m'ont appelé, ils m'ont donné raison. Parce que quand ces informations-là ont fuité, d'aucuns m'ont appelé, ah docteur, vous qui savez beaucoup de choses, j'ai dit non, je ne sais rien. Ce que je sais, toi aussi tu le sais. Attendons, wait and see. Et quand le ministre a communiqué, ceux qui étaient là au devant de la scène, ils sont en France là-bas ou à Abidjan ou ceci, cela. C'est eux qui nous donnent des informations. Nous, au Mali, ici, on ne sait pas. Donc, les informations qu'ils ont données, alors ils sont arrivés à un niveau où on les a mis dos au mur. C'est comme quand on joue au jeu d'échecs, échecs et maths. Et tout ça là, l'aspect communicationnel de la chose est extrêmement important. Maintenant, on peut remercier le bon Dieu parce qu'il y a plusieurs canaux. Quand nous, on était petits, si Radio Mali disait que c'était ça, voilà. Il y a un journaliste qui a dit que Sama est mort. Le mot Sama est mort a fuité partout. Les gens se sont dit, on a dit que Sama est mort. Quel Sama? Sama, c'est éléphant. C'était un petit éléphanto, oui, un petit éléphanto des eaux qui était mort. Et les journalistes, ces jours-là, il y avait tellement de pauvreté de thèmes et tout ça. Lui, il a trouvé ça, il a glissé le mot. Il a glissé et il dit Sama est mort, voilà. Tous les Bamakois, tous les Maliens se sont posé la question. Il y avait même un directeur d'école à l'école de Messera, paix à son âme, Sama Kamara. D'aucuns pensaient que c'était lui. C'est grave. Bon, oui. Vous voyez comment est-ce que l'information, le message de la communication a de la force. Ok. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais donner juste une information. Allez-y, doyen. Vous savez, la dernière réunion que Macron a tenue avec les ambassadeurs il les fait chaque année. Français, voilà. Il avait promis de mettre en place un système de communication pour démonter le narratif des Russes. Oui, et des Africains. Et eux-mêmes installer leur narratif. Ils viennent de mettre en place le Global Africa Télésud en direction des pays africains, et je crois que c'est surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Doyen, je reviendrai vers vous souper. Monoko Toali, les cerveaux de ces complots, un plan de déstabilisation, les cerveaux de cet acte odieux qui a failli se passer, c'est un citoyen français, un lieutenant-colonel qui s'appelle Yann Villigier. Ça vous dit quoi? Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais voir dans une histoire de coup d'État, par exemple en France, en Italie, en Espagne, un Malien, un Ivoirien ou un Sénégalais cerveau de la tentative de déstabilisation. Nous sommes en 2025. Cet acte, ça vous dit quoi? Oui, cela, vous savez, on est dans un contexte où tous les panafricains ont dit qu'il faut avoir le courage de rompre avec la France et de retravailler avec la France sur un certain nombre de principes qui pourraient aider à ce qu'on soit dans une logique de partenariat, d'État à État, et non du supérieur au sujet. Vous comprenez? Et donc, cette dynamique qui est enclenchée, et je peux peut-être historiquement me situer, quand en 2002, Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, il était dans cette dynamique. Faire en sorte que l'armée française qui est en Côte d'Ivoire parte.
revoir tous les accords avec la France. Les francs CFA, tout ça. Beaucoup de débats a été là. Mais la suite est connue. Il y a eu des coups d'État, dans la rébellion, après la rébellion, la guerre qui a suivi. Quand ça ne marchait pas, la France même est descendue et elle a pris Gbagbo pour le remettre. Donc, ça étonne qui qu'un Français soit encore là où aujourd'hui un officier français soit là où aujourd'hui les Maliens et du moins les autorités maliennes aient décidé pour dire non, on a dénoncé, on veut maintenant avoir des partenariats libres. Et dans lesquels partenariats libres, le partenaire stratégique actuellement, la Russie, que la France ne supporte pas, dont la France ne supporte même pas la présence. Et donc, la philosophie, et Doyen l'a tout à l'heure dit, qu'il fallait maintenant revoir au niveau communicationnel les mécanismes, les stratégies, puisque aujourd'hui, Dieu merci, avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, les Africains parlent et dénoncent et critiquent. Ce n'est plus simplement marcher même au cœur de la France, mais les réseaux sociaux qui sont quantifiables aujourd'hui permettent de dire que le message africain passe. Et donc, on remet tout en cause à plat par rapport à la politique française. C'est cette logique-là, c'est une nouvelle logique, une nouvelle vision, donc un nouveau paradigme qui conduit cela, va donc dire, mais si on laisse cela vraiment s'enraciner, ça risque de prendre tout. Et la France risque de tout perdre. C'est ça la réalité. Cela ne veut pas, je le dis et je répète ici, cela n'est pas parce qu'au Mali, on a les officiers au pouvoir. Ce n'est pas sous cet angle-là qu'il faut le voir. C'est parce qu'il y a un message qui est véhiculé. Ce qui les inspire, puisqu'au départ, quand ils prenaient le pouvoir, personne ne pouvait aujourd'hui imaginer cette lecture qu'ils ont. Il y a une nouvelle dimension. Ils disent, non, on a dénoncé, on veut aujourd'hui qu'on respecte les Africains. Le Burkina Faso dit la même chose. Le Niger dit la même chose. Écoutez, d'autres pays le disent, même s'ils ne peuvent pas avoir la même force que militaire, mais ils le disent d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Ce langage change. Il y a un changement, une autre vision que les Africains ont sur la France, et la France est consciente que les Africains ont changé de mentalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les agenouiller. Il faut rompre ce fil conducteur de la prise de conscience pour ne pas remettre tout l'État, le système étatique français intégré ici en Afrique, de ne pas totalement le remettre en cause. Et non, même le remettre en cause, parce qu'on peut le remettre en question sans le remettre en cause. Mais cette fois-ci, on veut le balayer. Ceux qui en sont des auteurs, c'est qui? Partout, vous passez aujourd'hui, quand vous dites Assimi Goïta, tout le monde dit c'est le Mali. À l'époque, tu demandais même le Mali, on ne sait même pas où c'était situé. Toutes mes excuses. Tu dis la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Didier Drogba, on ne sait même pas où c'était situé. Voilà. Si tu dis peut-être le Sénégal, on cherchait une vedette, on dit non, c'est dans le pays de la vedette. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Quand vous dites tout de suite, capitaine Ibrahim Traoré, Ibé, tout le monde dit c'est Burkina Faso. Quand vous dites Assimi Goïta, tout le monde dit c'est le Mali. C'est un esprit qui est là. Ce n'est pas simplement parce que ça est entre les mains ou cet esprit est animé par les militaires. Ce n'est pas ce côté-là qu'il faut voir. Il faut voir une autre dimension d'Africains qui vient de naître et qui comprend la chose autrement. Et si on ne les étouffe pas, on va étouffer qui? Si on ne les étouffe pas, on va étouffer qui? Et c'est donc normal qu'on retrouve un officier du moins français qui soit impliqué. S'il soit impliqué, qu'il ait eu, peut-être après, quand il sera jugé, s'il est dedans ou pas, mais dans tous les cas, il est d'abord arrêté. C'est ça le fait. Il est d'abord arrêté. Ses papiers disent qu'il est officier français. Ouais, officier de la gendarmerie. De la gendarmerie française. Pardon, de l'armée de l'air. L'armée de l'air, oui, comme mécanicien, oui, je crois avoir lu ça quelque part. Un lieutenant-colonel. Voilà. Donc moi, je veux simplement dire ici que ça ne pourrait pas étonner. Ça pourrait étonner si c'était peut-être la Belgique et des autres pays. Hein. C'est mon point de vue. Mais par rapport à ce qui est aujourd'hui entre la France et le Mali, pour ne pas dire les pays de l'AES, je ne crois pas que ça soit surprenant. Okay. C'est le contraire. C'est-à-dire, si on nous disait que non, un officier français a empêché, c'est ce qui m'aurait étonné. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Doyen?
C'est un officier, un lieutenant-colonel de l'armée française, armée de l'air, en territoire malien. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris, mais ils l'ont dit. Il y a un général qui était au Tchad qui disait on était là il y a 100 ans, on nous a arraché, on est revenu, mais nous allons revenir encore pour 100 autres années. Oui. Il l'a dit. Il y a un autre qui a dit c'est même mieux lorsqu'on nous a bouté hors des pays de choses, nous pourrons maintenant manœuvrer dans l'ombre. Il l'a dit. Et Macron dit je vais mettre en place un système pour mettre casser le narratif russe et mettre notre narratif en place. Ça veut dire qu'ils ne vont pas démordre. Il ne faut pas être surpris. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Ça fait partie de la routine. Ils vont agir de cette façon-là. Jusqu'à ce qu'ils vomissent. Non, il n'y a rien de surprenant. Maintenant... Oui, mais dans ce cas, doyen, je vais enchaîner avec la question suivante. Peut-être ça va nous aider à comprendre davantage dans votre analyse. Parce que tentative de déception, tentative. Si ce n'est pas le Burkina, c'est le Niger. Si ce n'est pas le Niger, c'est le Mali. Les 3 pays de l'Est, c'est de façon récurrente. Chaque fois, tentative de déstabilisation. Et jusqu'à ce qu'on mette la main sur un officier français. Et ce n'est pas la première fois. Au Burkina, on avait fait arrêter 4 agents de la DGSC aussi, pour le même motif. Est-ce nos textes ne sont pas en retard par rapport aux enjeux actuels? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la législation au niveau des pays de l'Est? Parce que des pays en guerre où, de façon récurrente, il y a des agents venus d'autres pays qui veulent déstabiliser, il faut au moins une législation beaucoup plus dure. C'est-à-dire la peine de mort dans certains pays. S'il y en avait déjà, peut-être il y a un moratoire là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas lever ce moratoire qu'on a sur la peine de mort? Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter la législation? Il faut que les textes même soient dissuasifs en la matière. C'est là que je voulais que vous reveniez encore sur votre analyse. Bon, premièrement, en droit, on dit que les faits précèdent le droit. Ok. Et il y a un adage qui dit « Nullum crimen nulla poena sine lege ». C'est-à-dire qu'il n'y a ni crime ni délit si ce n'est pas prévu par la loi. Ok. La répression, il y a les textes qui prévoient et des textes qui répriment. Les textes qui répriment, on vient de les rénover il n'y a pas si longtemps que ça. La promulgation a été faite il n'y a pas plus d'1 mois ou 1 mois et demi, le code pénal. Et moi, j'ai eu l'avantage de travailler sur le code pénal, et sur la procédure pénale, le projet de procédure pénale et le projet de code pénal. Et j'ai constaté une chose, il y a une inflation d'infractions. Pour un oui ou pour un non, tu peux être poursuivi. Ça fait florès. Les infractions, vraiment, c'est un développement exponentiel. Maintenant, toi, tu parles de la répression. Oui. La répression, aujourd'hui, ce que tu me demandes, parce que tu es frustré, est-ce qu'on ne peut pas aller à la peine de mort? Ben, on se frotte à un principe moral. Et ce principe moral ne peut pas tous les jours changer au gré des infractions. C'est-à-dire, on estime qu'on n'a pas, au Mali, on n'a pas aboli la peine de mort. Mais on a fait un moratoire. Effectivement. C'est une période transitoire où les gens se disent, on va aller, parce qu'il ne faut pas prendre ce seul cas auquel on pourra appliquer la peine de mort. Si on ouvre la peine de mort, on l'ouvre à toutes les infractions qui répondent à ce critère-là. Oui, mais parce que nous sommes un pays en guerre des terroristes, par exemple. Quelle peine pour un terroriste arrêté? Oui, mais ce ne serait pas un terroriste arrêté seulement. Le tueur en série, on va le condamner à mort aussi. Et donc, ce n'est pas au pif comme ça qu'on décide est-ce qu'il faut changer. Et encore que, pour ce cas-là, comme je l'ai dit, la peine de mort, peut-être même si elle est prononcée, elle peut être prononcée, mais elle va tomber toujours sous le coup de la suspension. On va suspendre l'exécution. Mais pour dire qu'on va lever le moratoire, et il y a combien de personnes qui sont en situation d'être guillotinées ou d'être fusillées?
ils vont l'ouvrir à tout le monde. Peut-être qu'on va spécifier la façon d'ouvrir. Bien. Docteur, nous revenons vers vous. C'est un lieutenant-colonel de l'armée de l'air qui a tout piloté. Et c'est lui qui aurait même recruté les généraux, si on a bien compris les communiqués. C'est un truc indescriptible, quoi. Et cette attitude-là, en tout cas, peine de mort ou pas peine de mort, quand tu as une faute aussi grave comme ça, la sanction doit être proportionnelle à la faute. Je ne suis pas juriste parce que les juristes là, ils parlent trop français. Oui. Et les médecins parlent moins. Non, nous on parle pas. Nous on parle pas comme eux. Parce qu'ils ont leur principe de droit. Ils disent que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Les faits précèdent, le jugement précède les faits et tout ça. Ça c'est une flèche contre votre oncle? Non, pas du tout. Ok. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation, les juristes. Parce qu'au temps de Moussa Traoré, il y a quelqu'un qui a eu à dire, Sédou Badiampé à son âme. Les gens ne faisaient pas certaines choses sous Moussa parce qu'ils avaient peur. Il y avait la peine de mort et l'exécution se faisait sur la route de Kati. Mais je t'en prie, laisse Kati sur la route de Kati à droite, il y a un grand réveil. On exécutait les gens là-bas. Donc maintenant, pour que de telles choses n'arrivent plus, vraiment il faut prendre des dispositions, mettre des garde-fous. S'il le faut, si on légifère là-dessus, que tu fasses un tel acte qui peut vraiment déstabiliser le pays, un acte si grave, attenter à la vie de nos autorités et tout, alors c'est le ballon aller-retour, quoi. Tu m'as raté, je t'ai eu et puis c'est fini. Oui. Moi, je comprends comme ça. Okay. Et en matière d'infraction aussi, les juristes, c'est eux qui nous ont appris. Hein. Les infractions de 3 ordres, contraventionnelles, délictuelles et criminelles. Hein? Je parle sous le contrôle de mon oncle. Quand on essaie de voir les infractions, souvent, infractions criminelles, ce sont les cours d'assises qui jugent ça, c'est vrai, non? Donc, lors des cours d'assises, les tribunaux étaient comment ça s'appelle, pris d'assaut s'il y avait des jugements de cours d'assises à Bamako avant. Parce que 90% de ces jugements-là, c'était la peine de mort. Ensuite, il y avait de la chance de la perpétuité. Et moi, je vois aujourd'hui que nos militaires sont sur le terrain et d'aucuns sont contents que lorsqu'on tue 20 militaires maliens, ils mettent ça sur leur page. Ils communiquent là-dessus. Et rien quoi. L'État malien ne prend rien comme, voilà, comme mesure. Derrière beaucoup de ces pages-là, peut-être on a du mal à identifier les personnes qui sont derrière. Exactement. Mais il y a des gens quand même qui sont déjà identifiés. Des gens qui ont eu les toupets de prendre l'avion avec... comment ça s'appelle, les Français, aller faire un documentaire à Kona et dire que l'armée malienne est en train de faire des exactions. Mais on est où là? Ouais, il a vécu un moment avant de partir quand même. Mais ouais, même s'il part là, on les poursuit. Même s'il part, on les poursuit pour ne pas donner la chance ou bien pour ne pas inciter quelqu'un d'autre à faire comme lui. Comme on dit dans notre bamana, notre langue, c'est-à-dire la mauvaise chose ne quitte pas le village comme ça, quoi. Un mauvais comportement, sanction, mauvaise sanction. Je comprends comme ça. Au comportement d'âne, il faut répondre par un bâton. Un bâton, et puis c'est ça. Pas plus, pas moins. Ok, merci. Mon oncle Ali? Oui, moi, sur ce chapitre-là, il y a une petite question que je voudrais ici poser. Tout est sensible. Mais moi, je crois qu'à un certain niveau, il y a des choses qu'on ne peut même pas nous faire savoir, quoi. Les gens devraient régler ça comme... Hein? Ah ouais, ça se comprend. Voilà. Ça se comprend. Et je pense que la 5e question, nous l'avions déjà prise en compte. Donc, une dernière question pour finir avec cette émission. Certes, il y a un officier, un lieutenant-colonel, un officier supérieur de l'armée française qui est venu, mais moi je peux comprendre qu'il cherche à défendre les intérêts de son pays, exactement, comme nous l'avions dit ici. Maintenant, en quoi est-ce que des officiers généraux du Mali, des lieutenants-colonels de l'armée malienne,
puisse accepter de se faire enrôler par cet officier français. Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas, d'ignorance? Comment expliquer ça? J'essaie de trouver des réponses depuis hier soir, depuis que j'ai entendu le communiqué du gouvernement. Jusqu'à présent, moi, personnellement, je n'ai pas suffisamment de réponses. Qu'est-ce qui peut pousser des officiers généraux de l'armée malienne à suivre, pas un général de l'armée française, mais un lieutenant-colonel, à les induire dans l'erreur, pendant que le Mali a sa plainte contre la même France pour soutien au terrorisme? Je ne comprends pas. Général, moi, oui, je répondrai ça par une seule phrase. Allez-y, docteur. On ne peut pas jouer dans une équipe de football et marquer contre son camp. Ouais, détailler un peu, nous voulons comprendre. Le dénommé français qui a touché ces esprits faibles-là, entre guillemets, défend les intérêts de la France. Et il est dans son rôle. Il a été envoyé par son pays. Oui. Moi, quand on inverse les rôles de tels individus, si j'étais militaire, de haut rang comme eux, de tels individus m'approchent seulement, je les arrête automatiquement. Mais pourquoi? Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi? On ne doit pas aller, c'est-à-dire dans le contresens, quoi. On doit vibrer en phase et non en opposition de phase. Et ces gens-là, ils avaient l'air logiciel, c'est des esprits faibles. Ils ont choisi. Hein. Les Français là n'ont pas agi comme ça. Ils choisissent leur personne. Qui est capable de faire ça, qui est capable de faire. Sinon, ils les suivent depuis longtemps. Depuis longtemps. Parce qu'on a vu certains d'entre eux avaient bénéficié d'un reportage. Un reportage, oui. Voilà, à Gao, quand l'armée malienne faisait la récolte à Tissit. Voilà, il y a même un qui était gouverneur, qui a tenu un discours. On a montré ce monsieur-là comme si c'était quelqu'un de plus valeureux que tous ses camarades d'armes. Non, non, non. Ils l'ont victimisé très tôt. Oui, et puis là, quand ça a commencé, c'est d'ailleurs commencé sur les réseaux. D'aucuns commencent à poster des images. Oui, on est de cœur avec eux, courage, un tel. Pourquoi? Est-ce qu'ils méritent ça? C'est-à-dire de telles personnes. Vous connaissez les tonneaux de Danaï. Leur peine doit être comme ça, quoi. Les tonneaux de Danaï, dans la mythologie gréco-romaine, quand ils commentaient un acte vraiment un acte indigne vis-à-vis de la nation, on te faisait remplir les tonneaux de Danaï. C'était un tonneau qui était là. Toi, ton rôle, c'était de le remplir. C'est un tonneau trouillé. La fontaine est là. Le tonneau est de l'autre côté à 100 mètres. Tu prenais le chaud, tu venais. Tu faisais que ça jusqu'à ce que mort s'en souvienne. Donc, bref, ça, c'est une histoire. Mais ça, la sentence de ça, c'est de remplir le tonneau de Danaï. Okay. Les esprits matures comprendront ce que je veux dire. Merci beaucoup, docteur. Monongo Toali, et on va terminer avec les doyens. Comment a-t-il pu recruter des officiers généraux de l'armée malienne? Et là, j'ai dit, c'est la question que je me pose. Le docteur a apporté certains éléments de réponse et nous avons besoin de votre lecture là-dessus. Oui, moi, contrairement au docteur, moi, je suis peiné. Oui. Voilà, c'est la peine. Parce que la grande dame officier, l'admiration que j'ai pour elle, je ne peux pas l'imaginer. Et j'ai pris même Dieu que peut-être l'autre jour du jugement, on dise que c'est faux, quoi. Franchement. Non, mais si elle était interpellée, ça non, je comprends. C'est une façon de dire je suis dépassé. Parce que c'est une grande dame. Ça, je le dis. Et on pouvait me citer tous les noms, mais pour elle, moi, ça me fait mal. Le gouverneur de choses, comme on appelle, de Mopti. Ouais. Qui a été démis de ses fonctions. Oui, effectivement. Mais c'est des gens, pour moi, qui devraient, dans leur logique, être des références, des exemples. Des modèles. Des modèles. Mais si c'est des modèles, si ceci n'était pas arrivé et qu'ils n'avaient vraiment pas, ils ne s'étaient pas mis, ou je ne sais pas, je ne maîtrise pas tous les contours, mais s'ils ne se retrouvaient pas au cœur de cette histoire, triste histoire-là, pour moi, c'était des modèles. Je suis peiné.
Est-ce que les lieutenants-colonels français n'ont pas joué sur peut-être leur petite frustration, quelque chose du genre? Ou bien vous... Justement parce que c'est tellement... C'est-à-dire, pour être clair, là où je vous parle, pour le français, ça, je peux m'exprimer. Et je peux dire tout ce que je veux. Mais connaissant, on est quand même des journalistes, on est des communicants, on a quand même vu ce qu'ils ont fait, bravo, tout ce qu'ils ont fait au moment de Kona et autres, n'est-ce pas, avec Didier Daco qui à son temps et beaucoup de choses. Et du coup, toute la fierté de la nation se retrouve sur cette liste. Je suis peiné. Oui, je comprends, vous êtes journaliste, mais nous autres analystes des questions géopolitiques, nous savons que ce n'est pas une première en Afrique. Généralement, c'est des gens, ils connaissent leur cible. Blaise Compaoré, à son temps, c'était un grand héros de l'armée burkinabé. Blaise Compaoré avait même contribué à faire libérer le président Thomas Sankara d'un premier complot. Mais finalement, qui a mis fin à la vie de Thomas Sankara? C'est justement, c'est à ce niveau-là que je suis. Quand je dis je suis peiné, c'est pas que j'ai du douane. Non, ce n'est pas que j'ai du douane ou je condamne. J'essaie de me conforter. La force, c'est-à-dire l'estime, l'amour. Moi, même si c'était dans ma tombe, comme me disait, je n'allais pas croire. Si j'étais mort, que quelqu'un me le disait, je n'allais pas croire. Mais hier, quand j'ai vu le communiqué qui le dit officiellement, j'ai même eu les larmes aux yeux. Parce que pour moi, c'était des modèles. C'était des symboles. C'était des valeurs. Quand une dame, celle-là, une dame de référence, d'une exemplarité, mais si ce n'est pas ça, qui a une fois parlé de cette dame, qui l'a négativement, je ne sais pas. Et on se retrouve dans cette situation, ça fait mal. Maintenant, le français recruteur, c'est pourquoi je le disais un jour, pourquoi je n'ai pas été militaire, je ne pourrais même pas être militaire. Tu viens me dire que tu vas détruire mon pays, mais j'ai eu mon arme, je vais te taper, je te tue directement. Ça là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu viens me voir, non, je vais déstabiliser ton pays, mais aide-moi. J'ai dit, bon, je vais t'aider alors. Non, il faut utiliser la litote sémier. Et l'euphémisme, il faut... Voilà. Voilà. Donc, on est sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux, effectivement, vous avez raison. C'est pour dire que ça fait mal. Et celui qui est venu là, il fallait peut-être l'amener à prendre bandit ensemble. Ou bien Koutoukou ensemble. Voilà. Il faut l'amener à manger ensemble. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est une douleur, quoi. Je sens la douleur. Ok, ça se comprend. Je crois que tout ça est lié à la nature humaine. La nature de l'Afrique ou bien la nature humaine? La nature humaine elle-même. Ok. Et qui mieux que Nicolas Machiavel a décrit le rapport de l'homme au pouvoir. Et il a dit une chose. Je lis beaucoup Machiavel. Tu lis beaucoup. Donc tu as sans doute eu il dit la soif de domination est la dernière à s'éteindre dans le cœur de l'homme. Le goût du pouvoir, la soif de domination, le pouvoir c'est la domination. Donc la volonté de dominer est la dernière des volontés à s'éteindre dans le cœur de l'homme. Toutes les autres volontés peuvent s'éteindre, mais pas celle-là. Et pour ce qui concerne les militaires, si tu regardes la composition de ceux qui ont fait le coup d'État, pas le coup d'État, mais de ceux qui ont fait partir Ibeka, quel que soit le terme. Il avait démissionné. Okay. Mais ceux qui étaient à la tête, qui ont pris le pouvoir, ils sont de toutes les armes pratiquement. Et on a intégré, même s'il n'y avait pas de la gendarmerie, on a intégré un gendarme. Et donc toutes les armes sont représentées. L'actuel Premier ministre. Et ils ont fait quelque chose d'intelligent. Ils ont mis tout le monde, chacun dans son arme est devenu la personne la plus gradée pour restaurer la chaîne de commandement. Ouais, ça c'est très important. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, vouloir faire un coup d'État, c'est un suicide. Oui. Parce que chacun, Modibo Kone et l'autre là, le président, le Camara, ah oui, Sadio, sont de la garde républicaine. Oui. Assimi, Diaw et autres sont de l'armée de terre, et même de l'armée de l'air, en tout cas de l'armée tout court. Ils ont ajouté... Ouagé, armée de l'air. Voilà.
ils ont ajouté un gendarme. Comment tu peux faire un coup d'État alors qu'il y a tous ces bastions qui sont liés à quelqu'un d'autre sans que tu aies dans tous ces bastions quelqu'un qui peut agir de commun accord avec toi? C'est bête, mais ils sont tellement certains, c'est-à-dire ils ont tellement soif de pouvoir qu'ils ne voient pas, ils ont la certitude que ça va réussir. Or, comme le disait Barack Obama, la certitude poignarde l'intelligence. On ne peut pas être à ce niveau-là et croire qu'on peut faire un coup d'État dans cette... Et surtout, pour gouverner... Surtout que le président même, c'est un commandant des forces spéciales. Et surtout, faire un coup d'État, aujourd'hui, ce qu'on a vu déjà, le prémisse d'une révolte contre les coups d'État avec Amadou Aya. Les gens n'étaient pas d'accord. Bon, rien ne leur dit qu'aujourd'hui, à l'heure où ces gens-là sont en train de vraiment travailler dans le sens du peuple, vouloir faire un coup d'État, ça défie l'intelligence. C'est de l'utopie. Il y a quelque chose que je voulais ajouter. Oui, c'est votre mot de la fin. Mon mot de la fin. Au regard de tout ce que... puisque ce n'est pas fini, le film n'est pas encore fini. Au regard de Et le film est fini Non, je ne parle pas du film du coup d'État là. Ah, ok. Voilà. Okay. Parce que... Yann Villiers, son histoire là. D'autres pourront peut-être tenter. Ah non. C'est pas notre... On ne le souhaite pas. C'est pas notre souhait. Mais l'être humain étant ce qu'il est, tout est possible. Hein? Dans ce combat-là, tout est possible. Mais moi, j'ai dit une seule chose, c'est qu'on a pacté, on a signé des contrats de confiance avec les partenaires vraiment dignes de ce nom, comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie, tous ceux qui de près ou de loin nous aident à réaliser ces combats-là. C'est une confiance inimaginable. Je parle ma main sur mon cœur que le jour où le président Poutine a envoyé un avion présidentiel venir chercher notre président, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, et quand j'ai vu l'avion décoller avec les MiG qui escortaient Assimi, excusez-moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était des larmes de joie, mais c'était aussi des larmes d'espoir. Et cet espoir-là, il est permis. Et on le dit que la beauté d'une nuit s'annonce depuis le crépuscule. Et ce qui est sûr, ce sont ces jeunes-là qui sont les gens éclairés que le bon Dieu a envoyés au Mali, que nous ferons sortir de l'ornière. Le combat n'est pas seulement eux. Le combat est un combat d'ensemble. La main dans la main, sans trahison et en respectant nos cultures, nos traditions et tout. Et je pense que c'est la fin de la domination de plusieurs siècles de colons, plusieurs siècles de pillage, plusieurs siècles de barbarie, plusieurs siècles de crimes, et j'en passe. Et ces gens-là, les auteurs, ils veulent l'Afrique même sans les Africains. C'est là où on doit comprendre que nous aussi, on doit jouer notre partition dans la grande musique de ce monde. Tous les autres continents ont essayé de voir, ont vu comment ça s'appelle, le bout du tunnel. Et c'est en Afrique qu'on montre tout. Oui, un pays, en Afrique, ils sont malades, ils sont affamés, ils ne sentent pas bon. Il y a les odeurs. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils sont dans le tribalisme. Ils sont dans le tribalisme, ils se mangent entre eux. Tout ce qui est mauvais. Et le jour où le petit blanc te dira que tu es bon, le colon, alors c'est là où le problème se pose parce que il sait que tu ne roules pas pour ton pays, tu roules pour eux. Okay. Sékou Touré l'a dit, tout le monde l'a dit. Et je pense que voilà, la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Ok. Bon, moi je m'arrête là. Merci, docteur. Et en priant, en formulant un vœu pieux, que d'ici 2025,
Oui. D'ici 2030, que le Mali vraiment rayonne, que les autres aussi cherchent les visas pour le Mali, quoi. Ça, c'est mon vœu le plus ardent. Inch'Allah. Ainsi soit-il. Oui, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est donc dans un premier temps vous dire merci de m'avoir associé et que les femmes fassent tout pour consolider leur unité, leur union, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que tout ce qui importe dans nos pays africains, c'est que nos armées soient solidaires, soient solides et qu'on les soutienne. Voilà, c'est le mot que je peux apporter, parce qu'on est tous des Africains. Quelles que soient nos divergences politiques, idéologiques, quand on n'a pas l'armée, on n'a pas un État. Ça, c'est clair. Donc, il faut tout faire pour éviter dans nos débats de salir nos armées. Il faut éviter de porter atteinte à nos armées. Nos débats politiques, on doit les faire entre nous, les politiques. Ceux qui gèrent, on peut les critiquer, mais l'armée, il faut la laisser là où elle est. Et je dis encore une fois de plus, merci aux autorités maliennes pour leur vigilance et que l'Afrique évite et que l'Afrique ne connaisse plus le chaos. Tout ce qu'on peut appeler renversement, coup d'État ou tentative, tout et tout, que Dieu éloigne ça de l'Afrique. Les Africains ont trop pleuré, on en a marre. Il faut qu'on vive en paix, il faut qu'on se contredise. On n'est pas d'accord, on fait nos débats. Monsieur docteur Sila et moi, on n'est pas d'accord, on fait nos contradictions et le soir on se retrouve au match notre auto ensemble. Et Tikadege aussi, le grand doyen, il peut dire bon, on ne s'est pas compris, mais viens payer chose Camille, il me pousse un peu, il me tire les oreilles, et puis c'est ça l'Afrique. Donc moi, c'est cette Afrique-là que j'espère et que les autorités maliennes élèvent toujours le niveau du débat pour comprendre que toute l'Afrique les suit. Merci. Doyen, on nous termine avec vous. Votre mot de la fin? Bon, moi je reviens sur la confiance. C'est vrai que ça fait 65 ans qu'on est indépendant, on est en train de patauger, on a atteint le fond du puits, on cherche à se relever. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On voit des gens qui sont venus, qui font différemment. Et qui font tel que nous, on le concevait. Vous savez, les gens de ma génération, tous sont fiers. Tous ceux de ma génération, quand on échange entre nous, ils sont fiers. En tout cas, la quasi-totalité est fière. Et donc, ils ont donné leur confiance. Et je crois que la première des choses, je le répète, quand on donne sa confiance, on s'expose à l'abus de confiance. C'est vrai. Mais jusqu'à preuve du contraire, on doit continuer à faire confiance. Et on n'a pas vu de contraire. Ensuite, j'aimerais rectifier un narratif. La France n'est pas un État néocolonialiste. La France est un État terroriste. Parce que quelqu'un qui est commanditaire des terroristes, qu'il met à son service pour déstabiliser un pays, ce n'est pas les terroristes, ce n'est pas eux. Le commanditaire, c'est lui qui est le terroriste. Et donc, le narratif selon lequel on dit que la France est un État néocolonialiste, c'est faux. Ils ne viennent pas combattre par eux-mêmes pour nous prendre. Ça, c'est dépassé. Ils passent par un moyen de supplétif, des proxys, qu'ils envoient commettre du mal pour mettre le pays à genoux. Et ça, c'est des terroristes. Si c'est eux qui les emploient, s'ils sont les commanditaires, si elle est la commanditaire de tous ces gens-là, elle est un État terroriste. Oui. Je pense même c'est France 24 a même accordé une interview aux leaders d'Al-Qaïda. Et ils ont eu à poser 17 questions à ces leaders. Pourquoi médiatiser un terroriste si on n'a rien en commun? Or, toutes les résolutions de l'ONU, à commencer par la résolution 1373, disent qu'il faut traquer ces terroristes, il faut les détruire par tous les moyens. Nous terminons par, en tout cas, cet appel, voire même cette déclaration très forte de la part du doyen. Nous vous remercions, tous les trois qui étaient avec nous aujourd'hui. Je pense que nous avons suffisamment bénéficié de leur expertise. Vous qui étiez là à nous suivre depuis le début de cette émission, nous vous disons merci. Mais les programmes continuent sur Gandhi Malien TV, donc restez connectés sur Gandhi Malien TV pour bénéficier des autres programmes. Quant à nous, mes experts et moi, nous espérons vous retrouver dans le cadre de cette même émission, même jour, même heure, la semaine prochaine. Nous vous remercions. Merci.